Eh ben, ravie de t'avoir pour cette interview d'un sujet dont on parle assez peu, qui est, le business avec le product. C'est un des triptyques, du product management, le business et on en parle assez peu et je suis ravie qu'on puisse en discuter, ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour démarrer, pour les gens qui ne te connaissent pas encore? C'est peut-être possible, pour les gens qui ne sont pas dans le produit. Ouais, bah, merci de m'avoir invité Marion. Moi, Johan, du coup, je suis aujourd'hui CEO d'une boîte qui s'appelle Matcha. Et avant ça, j'ai passé quasiment 7 ans chez Malte, qui est donc la plus grosse plateforme européenne de freelancing. Et j'étais dans les premiers employés, premier product manager, et après j'ai accompagné la croissance de Malte de 8-9 personnes à peu près 400 et chiffre d'affaires de environ 1 million à 250 millions de volume d'affaires. Voilà. Gros parcours et effectivement, tu as vu toute cette période de croissance, tu as vécu ouais, toute cette jolie expérience chez Malte. Félicitations pour ça et pour ton aventure entrepreneuriale derrière et on va en parler et du coup, ma toute première question, c'est justement, tu vois, il y a ce fameux triptyque où le product management, c'est ce qui est au cœur, du business, du design et de la tech. Pourquoi finalement on parle si peu d'un des pieds de ce triptyque qui est le business, quand on parle de produit aujourd'hui? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que il doit y avoir peut-être le fait que les gens qui sont arrivés en product, comme c'est pas un métier, enfin, c'est un métier où tout le monde est un peu arrivé par hasard, en tout cas sur les dernières années, enfin au démarrage. Et Mmh. peut-être qu'il y avait ce côté où les gens avaient pas mal un background business, ou en fait peut-être qu'historiquement le business ou le marketing, notamment dans les grosses boîtes, s'occupait de tout ce qui était lié au web slash digital numérique. Mmh. Et du coup, on partait du principe que en fait, les gens maîtrisaient bien cette partie-là, et qu'au contraire, il fallait se rapprocher de la tech, se rapprocher de la user experience et du design, qui était souvent ce qui manquait. Alors c'est faux pour des product Ouais, managers qui sont des anciens ouais, devs forcément, mais j'en ai pas croisé tant que moins ça, pour être partout, ouais. honnête. Mmh. J'ai l'impression que c'était peut-être un parcours assez, je sais pas s'il y en a vraiment tant que ça. Les stats, il doit y avoir des stats forcément là-dessus. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de product managers, et notamment qui venaient de backgrounds business, commerciaux, ou qui étaient avant des consultants, ou qui avaient tout ce parcours-là, en fait. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est vrai, et c'est vrai qu'on voit encore assez peu d'anciens développeurs qui deviennent product. C'est pas encore, normé, ça arrive de plus en plus, porté par les SaaS de plus en plus techniques qu'on a, mais c'est souvent Ouais, effectivement pour des produits assez techniques, quoi, forcément. ouais, complètement. Mais du coup, on continue dans le paradoxe parce que la plupart des products viennent du business et pour autant, quand tu es à l'intérieur des boîtes, il y a toujours un peu cette dualité entre les produits et la tech d'un côté et les sales de l'autre et toujours cette petite guéguerre interne, un peu le cliché qu'on revoit souvent, comment tu l'expliques, cette tension-là en interne qui est récurrente en fait, encore aujourd'hui? Écoute, alors moi je l'ai pas trop connu chez Malte, on OK. s'entendait bien, mais il y avait effectivement, parfois on parlait pas tout à fait le même langage. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, il y a vraiment un sujet de compréhension de l'autre et d'empathie de ses propres problématiques. C'est toujours Ouais. pareil, ça, quand tu as des métiers différents, et il y a vraiment un sujet de timeline qui est très différent, en fait. Un sales, il va avoir des objectifs au mois, Ouais. hem et il va vouloir chercher à vendre, en fait, au Mmh. maximum, et donc du coup aller tirer la corde sur le parfois sur ce qui va être développé derrière. Et quand on est dans le produit et dans la tech, en fait, on a une vision qui est beaucoup plus longue. Mmh. On doit bien sûr on va avoir une exécution qui est très quotidienne, avec des sprints, on essaie de délivrer dans toutes les semaines. Mmh. Mais en fait, quand on fait des choses, on doit penser Ouais. vraiment à l'impact sur la legacy et sur la dette dans les prochains mois, et surtout à Mmh. la vision produit qu'on veut faire. Et c'est le fameux truc de dire je fais du custom pour un client, mais ça va me coûter dans le futur, et donc est-ce que je le fais? Donc je pense que c'est vraiment c'est parfois cette différence-là, et en fait on le retrouve très fortement dans le business. Nous on l'a déjà eu chez Malte. Ça crée parfois des objectifs qui sont orthogonaux. Et je peux donner un exemple, c'est par exemple Ouais. quand tu vas prendre un process qui va être fait de manière assez manuelle par des sales et de manière très accompagnée. Donc un client qui va utiliser une partie du produit qui est pas très mature, et Mmh donc mh. les sales vont vouloir vraiment l'accompagner. En fait, nous, côté produit, l'objectif, ça va être que le client devienne un autonome, et donc va utiliser le produit en self-service.
Et donc, en fait, on a envie de le lâcher un peu, de le mettre un peu plus dans le grand bain et de faire ce fameux test and learn pour que on améliore le produit au fur et à mesure. Et le sales va voir ça comme un risque, que si jamais il laisse le client dans la nature avec le produit, si Ouais, jamais ça marche pas, la conversion, elle est, enfin, ouais, la perte de business, elle est pour lui, en fait, elle est pour son ouais. objectif. Et ça, et c'est encore plus vrai pour des sujets de data, pour des sujets de ML, pour des sujets d'algorithmes de matching. En fait, tu vas Mmh. vraiment te retrouver à avoir une équipe data et tech qui va vouloir en fait dire, bah, en fait, c'est l'usage qui va nous permettre d'améliorer, enfin, de détecter les problèmes, de faire des améliorations et Mmh. qu'à la fin, l'algo marche mieux. Et les sales vont dire, eh oui, mais en fait, si vous me faites perdre ça, si chaque fois que ça marche pas, en fait, nous, on perd du business. Donc, il faut arriver à avancer en même temps avec des horizons différents et parfois des sous-objectifs qui sont un peu différents et c'est super dur. Ouais. Ouais, ouais, effectivement et on en revient toujours finalement au problème d'empathie où, souvent les commerciaux, ils ont besoin d'une réponse très, très rapide et certains survendent, mais la plupart en fait, ils essaient juste de vendre tout court et de l'autre côté, on a les product et les tech qui ne sont pas nécessairement capables de donner des réponses, tu vois, dans la minute pour, donner des inputs sur la roadmap parce que par définition, une roadmap, elle est changeante, quoi. Bah ouais, exactement. Et puis ils savent pas en fait. Enfin, en fait, quand on fait un produit, au fur et à mesure qu'on Mmh. avance, on voit là où on peut aller. On peut pas s'engager. Donc alors c'est encore plus marquant quand on parle à des grands comptes parce qu'en fait tout ce qui va être SMBs et mid-size, on a moins ce problème-là. On peut se permettre de délivrer une roadmap parce qu'en fait la masse de clients elle est tellement forte et les paniers moyens sont pas trop élevés. Donc en fait on peut se permettre de dire non à des clients ou en tout cas de dérouler Ouais, notre roadmap. Sur les c'est grands vrai. comptes, c'est super dur parce qu'ils Ouais. veulent que s'engager. Enfin, ils veulent parfois qu'on s'engage sur du développement à long Mmh. terme. C'est des gros montants pour la boîte, donc il y a un gros impact. Donc il faut vraiment arriver à trouver cet équilibre-là, Mmh. et notamment quand on bosse avec des grands comptes. C'est clair. Et du coup, toi, après Malte, tu es passé de l'autre côté, puisque tu as Ouais, monté, Matcha, tu es devenu entrepreneur et du coup, tu faisais pas que du produit, j'imagine? bah, même C'était quoi? bah, Tu quasiment avais plus un du rôle de produit, plus CEO, beaucoup. c'est Ouais, exactement, quasiment plus de produits. Donc Matcha, quand on l'a lancé, l'idée c'était de faire un CRM pour les boîtes produits. C'est un outil qu'on avait réalisé en interne chez Malte. Et en fait, ça permettait de connecter les sales aux données d'usage du produit pour les rendre beaucoup plus performants et leur permettre d'aller OK, chercher des opportunités business au sein de la customer base. Donc d'accord. tout ce qui était upsell, cross-sell et même détection de churn. OK. Donc c'était notre point de départ. Et effectivement, moi j'étais CEO. Donc j'avais ce background produit qui me permettait d'avoir une vision produit et de se dire bah, vers quoi on voulait aller. Ouais. Mais j'étais au démarrage le seul à vraiment faire porter toute la partie business, bien sûr vendre, voir des prospects toute la journée, closer, Ouais. accompagner le démarrage des clients. Et puis après, des problématiques plus financières de boîte, forcément, tout ce qui va Mmh mh être et levée de de gestion, fonds, ouais. salaire, etc. Qui est une autre OK. partie. Je l'associe pas vraiment au côté, enfin la partie financière, pour moi elle est pas je la mets pas je l'inclus pas dans ce quand on parle de business quoi. C'est Du vraiment plutôt la business. Ouais, compréhension ouais, de ouais. son business, de son business model, de travail Mmh mh. d'équipe go to market au quotidien. Ouais. Du coup, ça veut dire que si on reste, juste sur la partie business, c'est que tu as découvert l'adrénaline du commercial, à faire ta discovery auprès de tes clients, tester des La arguments solitude. commerciaux. Ouais, la La solitude, solitude ouais. d'avoir des calls qui ne aboutissent à rien ou d'avoir des prospects qui disent que c'est génial et puis, en fait 3 jours après enfin, il y a plus de nouvelles pendant des jours et en fait finalement on comprend que non. Mmh. La vente complexe, on vendait à des boîtes assez grosses, donc en fait on a eu jusqu'à 4 interlocuteurs différents dans la boîte, Ouais. donc en fait c'est 4 départements qu'il faut aller leur donner leurs propres arguments et valeurs qu'ils vont trouver dans l'usage du produit. Donc, Mmh. c'est super dur. Donc ouais, non, non, alors en plus, corrélé au fait qu'on démarrait, qu'on n'avait rien, enfin, c'est encore autre chose. Je pense que j'ai pas fait l'expérience d'être un sales dans une boîte qui est en train Mmh. de scaler, Ouais, bien ça doit sûr. être encore autre chose. Et puis aussi, j'ai découvert tout ce qui va être outillage, puisqu'on voulait être une brique CRM, donc forcément, il fallait qu'on connaisse très bien l'écosystème. Mmh. Et tout ce qui était sales process. C'est vraiment des choses, je pense que j'en étais trop loin quand j'étais produit. Et quand je parle de culture business, c'est ça en fait aussi. Mmh. En fait, nous, les products, on a vraiment ce côté.
on a mis en place des process, des méthodes. On sait que maintenant, enfin, on parle de discovery déjà depuis plusieurs années en France. Donc, on sait que ce sont des choses qui arrivent, mais en fait, les sales aussi, ils ont enfin, l'arrivée des métiers des ops et des sales ops, Mmh. c'est énorme dans tout ce Ouais, qui c'est est, vrai. parce que ça transforme enfin, une équipe sales qui s'appuie sur les meilleurs en une organisation sales qui est prête à faire une science, quoi, en fait, avec Mmh. vraiment des taux de conversion, des outils à chaque étape, un découpage des métiers. Donc, ils ont aussi leur propre organisation. Alors, ce que je dis là, peut-être que des sales qui m'écoutent vont dire, bah oui, c'est évident, mais en Oui, fait, il c'est faut se clair. rendre compte que quand on passe nos journées à être sur nos problématiques tech produits, on se rend moins compte de ça. Et en fait, je me souviens chez Malte, on nous présentait des orga sales qui évoluaient honnêtement, c'est 6 mois ou parfois ou tous les ans Ouais, maximum. Et en fait, ouais, c'est la même chose que le produit. Quand on scale, on faisait bien sûr. x2 en nombre de tailles par an chez Malte, hein. On doublait la taille de la boîte tous les ans. Donc en fait, c'était logique que toutes les équipes se réorganisaient en Mmh. parallèle. Et c'était très dur à suivre déjà quand c'est ton équipe, Mmh. alors quand c'est pas ton équipe encore plus. Mmh mh. Ouais, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris de bah, du fait d'être passé de l'autre côté? Au-delà d'effectivement le côté, organisation et le fait que les sales effectivement, bah, ils pensent, ideal customer persona, tout comme nous, ils pensent segmentation, ils ont leur propre méthodo aussi. Ouais, qu'est-ce que ça t'a appris par rapport à ça et par rapport justement au peut-être au manque d'empathie qu'on peut avoir, nous les products vis-à-vis des sales? Est-ce que si je résume, est-ce que c'est ça l'apprentissage, principal? Euh, Ouais, bah moi à titre perso, ça m'a appris plein de choses. Donc déjà vraiment bien comprendre cet écosystème-là et ce métier-là et enfin même l'ensemble des métiers qui. Donc à titre personnel, ça m'a moi appris plein de choses. Et en fait Mmh. déjà un premier point, c'est que je me dis donc là, on n'a pas réussi à amener la boîte où on voulait l'amener, donc je repars faire du product. Et donc c'est mon premier point, c'est que je pense que enfin en tant que product, c'était génial d'avoir cette expérience-là. Et je pense que je la recommanderais à des gens qui vont avoir une certaine expérience au bout d'un moment. C'est-à-dire Mmh. passer de l'autre côté d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est peut-être pas forcément faire comme j'ai fait à monter une boîte de zéro parce que bon, ça, c'est des choix, ça a des impacts personnels qui sont élevés. Mais par contre, ça peut être au sein d'une boîte de Ouais. vraiment de vouloir lancer un nouveau business, une nouvelle business line, et donc d'être le responsable du business plan complet en fait de ce nouveau Mmh. produit et pas seulement de la partie produit et tech. Donc en tout cas, je Ouais. recommande vraiment, voilà, mon premier point, c'est que je pense que je recommanderais aux gens de lancer ou de gérer un business et pas seulement un produit. Ouais. C'est le premier, je pense, que c'est le premier point. Le deuxième, c'est que chez Mal, j'étais déjà très sensible à ce sujet business produit. Par exemple, quand on faisait des off-site avec les PM, bah, on avait fait des exercices de lancement. Si Malte lançait un nouveau produit, de faire faites le business plan, enfin faites-en vraiment le point de départ d'un point de vue business et ensuite on parlera produit. Donc c'est des choses que je faisais déjà avec l'équipe produit. Mmh. Je pense que je le ferai encore plus avec mes prochaines équipes. Mmh Euh, mh. de vraiment passer du temps dessus et finalement c'est aussi important et peut-être même plus, après ça dépend des gens, mais que d'aller affiner, optimiser des méthodes de discovery ou de delivery ou de rituels Mmh. ou d'outils. Enfin, je pense qu'on met beaucoup cet effort-là, mais en fait, qu'un PM sache parfaitement le business model de la boîte, connaisse les métriques clés de la boîte et Ouais. métriques clés, voilà, c'est pas seulement MRR, ARR ou taux de croissance, enfin, c'est vraiment derrière, par exemple, euh, moi, quand on avait fait ce business plan avec les équipes de Malte, en Ouais. fait, les gens avaient aussi découvert le coût d'une équipe produit. Je pense Mmh. que tu sais pas en fait combien va coûter quand tu prends une Ouais, squad. c'est vrai. Est-ce que tu sais combien ça coûte à la boîte? Ouais. Non, en fait, ça a un coût, plusieurs centaines de milliers Ouais. d'euros à l'année. Mmh. Et du coup, ça t'oblige à te dire que quand tu fais quelque chose, en fait, tu ne peux pas faire dans une startup, dans une scale-up, tu ne peux pas faire de l'incrémental, tu peux pas chercher à. Ouais. Enfin, il faut qu'en fait ton impact il Ouais. soit sur le long terme beaucoup plus fort que ton seul coût, parce qu'en fait déjà, enfin, Bien sûr. tu peux pas seulement que rembourser ton salaire, tu dois aussi payer la croissance de la boîte. Donc en fait, ça C'est te clair. donne aussi, ça remonte, enfin, moi, je Mmh. sais que ça m'avait vraiment mis un niveau d'ambition beaucoup plus élevé sur l'impact que doit avoir, enfin, ce qu'on doit faire. Ce qu'on Et doit donc, avoir ça te dans le permet produit parfois comme impact. Mmh. et ben ouais, en fait, et ça te change en fait
parfois des sujets de priorisation où tu as envie de faire de l'optim sur un sujet, où tu as l'impression que c'est bien. Et en fait, quand tu prends un recul vraiment à ce niveau de dire, OK, Ouais, c'est combien clair. tout ça coûte à la boîte, wow, en fait, Ouais, c'est peut-être pas ouais, forcément le bon truc. c'est Donc, clair. ouais, donc voilà, je pense que ça m'a. Enfin, mes learnings, c'est vraiment si vous avez l'opportunité de le faire en tant que product dans votre carrière, faites-le, c'est génial. Et deux, Mmh. je mettrai encore plus l'accent dans le futur là-dessus. Et j'avais vu, enfin, petit aparté, mais j'avais vu une conf il y a très longtemps, quand j'ai démarré le produit, il y a presque Ouais, 8 ans ouais, ou 9 ans, de l'ancien directeur produit de Zendesk, Maxime Pratt, qui a été ensuite ouais, chez Algolia, qui est chez Facebook. ouais, Et je me souviens dans sa conf, c'était le début de la LPC, et dans ouais, sa conf, il avait vraiment dit, enfin, intéressez-vous au business très tôt. mmh, Parce que c'est comme ça que vous allez progresser en produit, et c'est pas absolument. en étant meilleur dans l'UX ou en étant meilleur, parce qu'en fait ces sujets-là vous êtes censé les déléguer de plus en plus, ou même la user research, c'est très bien de le faire au démarrage, mais un jour on embauche un user researcher. Et à l'inverse, Absolument. le business et la compréhension du business et de pourquoi vous priorisez ça à la place de ça, et Mmh. quel effort vous devez mettre. En fait, personne vous le dira jamais, et c'est un peu le Ouais. endgame du PM. C'est vrai Donc, qu'il avait beaucoup parlé de ça et de la vision et de fait de transmettre la vision ouais, stratégique et justement business de son produit et de la diffuser. C'est vrai que c'était une conf qui avait marqué beaucoup de ouais, notre génération, je pense, on va dire de product, ouais. ouais, c'était Hem, ses conseils après Zendesk, ouais. et il avait eu une croissance de folie aussi chez Zendesk. En Ah fait, il ouais était passé et il est directeur produit, toujours aux chez Facebook, US, je crois. Ouais, chez Facebook, absolument et justement, je pense que c'est une bonne transition. Moi, j'ai une conviction forte, tu vas me dire si tu la partages, mais que justement le produit a pas encore assez explosé dans notre écosystème français comme il aurait dû, notamment auprès des autres métiers, auprès des fondateurs, auprès des fonds. Il a pas encore assez gagné en maturité justement parce que nous, les products, on n'a pas assez poussé notre connaissance business là et on va pas assez sur ces sujets de stratégie, de pricing, de ROI, et de stratégie sales. Mais je sais pas ce que tu en penses. Mais en tout cas, je le vois aussi dans les profils. Je conseille beaucoup les startups sur les types de profils qu'il leur faut, les niveaux de leadership et cetera et il y a un type de profil que j'appelle le CPO entrepreneur qui est, justement quelqu'un qui va aller structurer une équipe et saura manager, mettre en place des process et cetera. Mais c'est quelqu'un qui va, dès son arrivée surtout, bien comprendre le business model, qui va faire un business case d'ailleurs probablement là-dessus, et surtout aller chercher à avoir de l'impact sur les métriques le plus tôt possible. Tout en mettant en place pas mal de choses sur la au plus long discovery, la terme. delivery et voilà. Écoute, je sais pas si je. Alors, je trouve quand même que le produit a bien explosé. Honnêtement, toi aussi, tu Bien as sûr. démarré il y a longtemps, et enfin, tu regardes le nombre de gens au conf, tu regardes les salaires, tu regardes les tailles des équipes produits. Honnêtement, quand on a démarré, il n'y avait pas tout ça. Donc, je Bien trouve que sûr. ça a vraiment plutôt bien pris. Après, effectivement, je sais pas ce qu'on aurait pu mieux faire, mais je pense que il y a peut-être effectivement un sujet de où est-ce que ça va, et à un moment donné, peut-être les boîtes grossissant et l'écosystème grossissant, il faut faire attention à ce qu'on commence pas à trop aimer le métier pour aimer le métier, tu vois, ou aimer le produit pour aimer le Mmh. produit, et finalement retrouver un peu Ouais, les défauts qu'on n'aimait pas dans les grands comptes, dans les grandes boîtes. Alors, ouais. je dis ça, j'ai un grand respect pour les grosses boîtes, mais je veux dire ce Peut-être plus côté fermé du coup. process, perte d'ownership, c'est-à-dire Mmh. en fait, enfin, si tu as fait du conseil au début de ta carrière, ou si tu as démarré, voilà, il y avait, je Mmh. sais pas combien je passais mes journées en réunion, et en fait, entre chaque réunion, les gens ne bossaient pas, et à la fin de la réunion, on savait pas qui devait faire avancer le truc. Donc ça, en fait, c'est probablement lié à plein de choses, mais il faut pas que le produit devienne quelque chose de puriste. Ouais. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien les boîtes au démarrage, et j'aime bien vraiment ce Mmh. côté-là. Je pense que parce qu'il y a vraiment ce côté où en fait il faut y aller, il faut être pragmatique, il y a du gut feeling, et en fait, on construit au fur et à Mmh. mesure les process, mais on reste quand même business first. Ouais. Donc, je sais pas si on peut. Je pense que enfin, Je j'ai l'impression que comprends. quand on regarde l'historique, c'est plutôt Ouais, bien, bien sûr. mais l'enjeu, il est peut-être plutôt là aujourd'hui, et Ouais, particulièrement parce qu'on vient quand même de vivre une année de crise de la tech, absolument. qui du coup met encore plus de tension sur tout, Ouais. sur le recrutement, sur les levées, Mmh. sur la rentabilité. Et donc, en fait, les PM doivent être encore plus là-dedans, en fait, je pense. Mmh. Parce que
je caricature, mais je sais que je suis pas le seul à le dire, mais enfin, si la boîte elle a 6 mois de runway, donc Bien sûr. de survie, vous pouvez pas dire bah attends, on va faire 4 mois pour faire la discovery sur ce sujet-là. Enfin, il y a des choses, il faut être en Mmh. adéquation avec les problématiques de la boîte, quoi. Ouais. Donc je pense que ouais, Retrouver du pragmatisme, finalement. ouais, de la simplicité, du pragmatisme et Ouais. finalement aussi retrouver ce qu'il y a dans ce rôle de product, qui est un rôle de leadership et de prise de décision. Mmh. Et donc de prise de risque. Et Ouais. effectivement, beaucoup d'outils, enfin, de méthodos et d'outillages ont permis de dérisquer beaucoup. Alors à l'époque, au début, c'était la B-test, ensuite il y a eu la discovery. Donc effectivement, ça permet vraiment de se dire, Ouais. quand je fais ça, je suis backé par un ensemble de feedback quali, quanti qui me permettent de dire que je vais dans la bonne direction. Mais peut-être que c'est du Pareto, quoi. Peut-être que parfois, en fait, Mmh. avec 20% de l'effort, j'ai eu 80% de l'information et que je peux y aller. Et qu'en Ouais. fait, l'effort supplémentaire pour aller chercher le pouillème d'informations en plus, il est peut-être pas nécessaire, Mmh. là où il est très coûteux en tout cas. Et donc, voilà, je pense que entre guillemets, un bon PM, c'est aussi de savoir où mettre l'effort pour prendre les bonnes décisions. Ouais. Il y a des décisions où il ne faut pas forcément mettre de l'effort et ça ne sert à rien Ouais. de déployer tout le monde. Ouais. Et à l'inverse, par contre, les décisions ultra structurantes, il faut y aller, enfin, il faut prendre du temps et Mmh. faire cet effort-là. C'est une bonne piqûre de rappel, pour pas mal de PM et aussi pour pas se braquer quand, tes fondateurs, par exemple, ont des gut feelings ou des intuitions fortes et savoir aussi sur quelle bataille effectivement, Ouais. aller chercher de la discovery et sur quelle bataille, bah, non, en fait, il faut juste, les écouter, suivre leur instinct et heu et être plus pragmatique et dans la delivery, tout de suite, quoi. Justement Ça, choisir sa bataille. ça- c'est un job qui est bien payé et c'est un job de responsabilité et faut prendre ça aussi qui va avec, c'est-à-dire on fait des décisions et on se trompe et parfois, bah, en fait, on porte l'échec complet de tout un Mmh. projet slash produit slash Mmh. feature. Et voilà, en fait, ça fait partie du truc. Donc, on n'est pas aussi à risque que les entrepreneurs dans nos décisions et à moins d'impact, mais il y en a quand même Ouais, beaucoup. ouais. Et je trouve que moi, c'est ce que j'ai adoré, en tout cas, dans la partie, dans cet écosystème-là. Et c'est ce que j'ai détesté dans ma vie d'avant, dans les 2 ans de conseil que j'ai fait avec les Ouais. grands comptes. C'est qu'en fait, personne n'a la responsabilité de rien. Mmh. Et j'ai vu des projets chez des grands comptes où, en fait, il y avait 10 millions de développements sur une appli qui était utilisée par 150 personnes au bout de 6 Ouais, mois. Et en ouais. fait, c'était pas grave. C'était oh, bah, il faut qu'on relance le projet, on l'a pas bien fait. Non, en fait, il y a quelqu'un ou il y a des personnes qui ont pas bien fait. Et il faut qu'ils fassent une rétro là-dessus et qu'ils se disent qui. Et en fait, Avancer, quoi. en Ouais. startup, en scale-up, tu peux pas. Donc voilà, il faut prendre aussi cette Mmh. partie-là du job. Mmh. Et quand on l'a, eh ben, on prend des décisions différentes et voilà, on a une approche un peu différente Mmh. avec le risque. Complètement. Hem, J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui est à la mode et sur lequel, du coup, pour le coup, tu as beaucoup évolué là, ces derniers mois. C'est, le côté product led versus sales led. Les mots-clés, les buzzwords du moment pour les PM, c'est vraiment ça. Ouais, Tu vois, moi, typiquement, ils me disent tous, «Je veux une boîte vraiment product led, Marion». Et tu vois, quand je creuse, personne met la même définition derrière parce que justement, c'est tellement devenu un mot trendy qui mélange un peu tous les concepts et du coup, j'aimerais profiter que tu sois là peut-être pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça et heu et réexpliquer, un peu les termes et la différence entre, une boîte product led versus sales led. Qu'est-ce que le product led growth et pourquoi il ne faut pas mélanger tous ces concepts? Est-ce que tu veux bien ok. faire ça pour nous? Je vais essayer, j'ai pas la Le prétention de challenge remettre de du jour. l'ordre, mais je ne ferai pas cette prétention-là, mais je peux donner au moins ma définition ou ma vision. Ouais. Alors, je pense que déjà, quand on est PM, ce qu'on veut, c'est une boîte qui a une culture produit. Une culture produit, ça veut dire que les décisions de la boîte vont être faites avec en arrière-pensée que c'est le produit qui tirera la croissance. Un produit dans une boîte drivée par les sales, donc sales-led ou marketing-led, c'est de l'inbound,
est quand même responsable d'une partie de la croissance et du business, en tout cas de l'automatisation du business. Et on peut avoir une boîte qui est sales-led et marketing-led et qui a une très forte culture produit. C'est-à-dire, sales-led, marketing-led, c'est des stratégies d'acquisition. C'est comment, en fait, on va chercher nos clients pour qu'ils utilisent le Ouais. produit. Mais après, l'efficacité d'un produit et l'automatisation Mmh. des cas d'usage ou d'aller chercher des nouveaux cas d'usage ou des nouveaux Mmh. leviers de revenus, Mmh. c'est la responsabilité du produit. Donc, on Mmh. peut rejoindre une boîte CZ et être complètement dans une très Ouais. bonne culture produit. Il y en a énormément. Est-ce que tu penses Bah, à Malte, par exemple? Est-ce que tu peux nous donner des exemples, justement pour alors que Malte, oui, alors Malte, c'était dans assez quelle comme on était une catégorie? market marque, Malte, on était un peu product led et enfin on était un peu un mix de tout. Honnêtement, parce que il y avait c'était une marketplace et OK. c'était ouvert. Donc en fait, on avait des gens qui venaient directement sur le produit, on avait des gens qui venaient du marketing et puis on avait une équipe sales qui allait attaquer les grands comptes et qui allait chercher les boîtes. Donc et d'ailleurs, c'est un point très important en fait. La théorie nous dit qu'il y a ces trois modes d'acquisition. Mais la pratique montre qu'en fait, dans beaucoup de boîtes, ils cohabitent. Et d'ailleurs, les boîtes, si vous discutez avec les boîtes qui sont initialement product-led, à un moment donné, elles rajoutent des motions sales Mmh. ou marketing-led. Mmh. Et parfois assez tôt, en fait. Et d'ailleurs, c'est C'est là ça. où elles vont vous le dire. Après coup, c'est là où elles vont faire le plus de revenus, le plus de conversions. Donc, Mmh. il faut pas se dire que, enfin, pour moi, c'est vraiment décorrélé en fait. Le product led, c'est une stratégie, souvent au démarrage, qui du Ouais. coup, effectivement, par définition, veut dire une très grande culture produit, parce que sinon vous avez vraiment un problème. Mais l'inverse n'est pas forcément, Mmh. enfin, c'est pas parce que vous êtes sales-led que vous n'avez pas de culture produit. C'est un premier, un point qui est vraiment important. Ouais. Et Malte, nous, on était un peu tout. OK. Vraiment, le côté marketplace et où les profils étaient visibles. Et en fait, Malte, on avait un modèle enfin, PLG, parce que en fait, sur Malte, tu pouvais te sign up sans Ouais. payer, faire des Ouais. recherches sans payer, contacter Ouais. des freelances sans payer, et tu payes un pourcentage quand la mission se fait et tu payes une commission. Donc c'était vraiment une partie, le produit est accessible avant de payer, et en Mmh. plus de ça, on était en usage base, parce que plus il y avait de Ouais. missions et plus il y avait des grosses missions, plus on gagnait de l'argent. Donc je dis on était, Ouais. on l'est toujours, mais et donc il y avait vraiment ce modèle-là, product led growth. Néanmoins, en fait, les fondateurs ont vu assez vite que ça suffirait pas de juste faire ça, de laisser Mmh. comme ça, parce que les très grosses missions, vous n'allez pas faire une mission à prendre un freelance à 200 000 euros ou 300 000 euros sur 18 mois Mmh. sans avoir un contact avec la plateforme. Euh, Ouais. et, euh, et ensuite, il y a des clients à une certaine taille, en fait, il faut aller les chercher, il faut aller répondre à des appels d'offres, rentrer dans des Mmh. marchés, etc. Donc, on ne peut pas le faire complètement en Ouais. produit. Ouais, Mais c'est pour ça que vous avez un voilà, entre-deux. C'est qu'à la fois, il y a des gens qui peuvent tout faire par eux-mêmes et être complètement autonomes sur la ouais, plateforme. C'est ce qui définit aussi ça et effectivement, ouais, souvent, on retrouve cette partie freemium où, on peut avoir accès à beaucoup d'actions en gratuit, justement pour aller tirer le usage based, heu, on fait plein de Fringlish encore dans ce ouais, ouais, désolé, hein. Je avec suis le pas. PLG, mais avec le PLG, c'est particulièrement compliqué, je trouve, Oui, de ne pas là, avoir ça devient vraiment compliqué, mais bon. OK. Ouais, 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 c'est donc il y a vraiment ce fascinant. sujet-là. Ouais, il y a vraiment ce sujet. Enfin, ça, c'est notre modèle chez Malte. Et donc après, le PLG, c'est vraiment une strate d'acquisition et de modèle. Et ce qui est important, je pense, c'est que euh, si on est PLG, il faut vraiment avoir derrière cette culture de dire mon produit il est ouvert et je vais d'abord chercher à avoir le maximum de users et à craquer Mmh. ce sujet d'acquisition Ouais. avant de chercher à monétiser. Et Mmh. donc en fait, la différence peut-être sur une boîte PLG, c'est vraiment un sujet de revenus en fait, je pense, de Mmh. monétisation qui arrive plus tard. Et donc vous allez beaucoup plus valoriser votre base user et votre usage en disant que ça va devenir des clients payants à un moment donné, ou certains, enfin, il y en aura de plus en plus, versus le sales led où en fait vous pouvez être sur quelque chose de plus héroïste beaucoup plus tôt. Mmh. Euh, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes qui, parce qu'ils ont un usage premium, pensent qu'ils font du PLG. En fait, non, si vous avez un usage premium dans un coin, mais qu'en fait 80%, 90% de votre acquisition elle est marketing-led ou sales-led, Ah ouais, et qu'en plus, il n'y a personne trop qui utilise le produit tout seul, ou qu'en fait, dès c'est que sûr. quelqu'un se sign up, vous le mettez tout de suite dans un parcours Mmh. sales ou marketing, Ouais, c'est pas ça le vrai PLG, mais ouais, c'est très bien aussi de le ouais. faire, mais
Mais voilà, PLG a vraiment un sujet de tout le Ouais. produit est centré. Mais ce qui est bien dans le PLG, c'est ce qu'on avait chez Mal, c'est que ça te met un niveau d'exigence énorme sur les cas d'usage et le self-service. C'est-à-dire que Ouais. tu peux pas, enfin, tu pars du principe côté produit que tout doit être fait tout seul sur la plateforme et les Mmh. sales viennent aider à rassurer, convertir, Mmh. utiliser le produit. Et ça, en fait, c'est un niveau d'exigence qui est super. Et je pense qu'il y a des boîtes sales-led où le risque, c'est en fait, si tu as beaucoup de sales, si tu en as trop à un moment donné, alors je dis Mmh. sales au sens large, hein, c'est des account managers, des CSM. Ouais, En fait, comme ils bien prennent sûr. un client par la main, du coup, tu peux te dire que bah, c'est pas grave si ce truc-là est pas très clair ou le Mmh. reporting il est Ouais, mal c'est fait dans vrai, le produit. complètement. Bien sûr. Et en fait, quand tu dois faire x2 en croissance tous les ans ou x3, et ben en fait, à un moment donné, tu dis, OK, si Mmh. je vais peut-être pas faire x2 sur l'équipe CSM, Mmh. donc ouais, je pense que tout ça est un sujet d'arbitrage Ouais, aussi entre priorité produit et sales. ouais, complètement. Et merci d'avoir rappelé, justement aux PM que dans une boîte sales-led ou marketing-led, on peut aussi très bien faire du très bon produit et avoir une très forte culture produit en interne et faire des choses, hyper intéressantes, au produit malgré tout, comme tu l'as dit. Ouais, on a des très bons exemples en France. Bah oui. Des très belles scale-up qui sont pas product-led. D'ailleurs, en fait, c'est même plutôt l'inverse. Il y a très peu C'est d'exemples de clair, product-led en Europe c'est pour être clair. confronté à ça. En Europe, il n'y a vraiment pas grand monde. Et Ouais. c'est très compliqué de faire du product-led growth. Faut aussi avoir un écosystème de Mmh. financement qui comprend ce modèle-là. Et il est aux US. Enfin, Complètement. je Et veux c'est dire ça. plutôt aux US, c'est ça? Ouais, ouais, énormément. Enfin, tout est 100%, enfin, pas 100%, mais beaucoup aux US. Et d'ailleurs, les Ouais, boîtes PLJ en France, en Europe, j'ai vraiment l'impression que en fait, elles font tout de suite Y Combinator ou elles vont tout de suite se positionner ouais, aux US c'est vrai. parce que c'est de là que ça part, parce que c'est là où il y a tous les Mmh. gens qui connaissent vraiment ça et parce qu'il y a l'écosystème de financement, il y a des fonds Bien d'investissement sûr. qui sont spécialisés là-dedans, donc ils connaissent Ouais, en ouais, fait parfaitement les métriques et les étapes où tu dois être dans ouais, ta phase de croissance. ouais. Et Là où ça en n'a rien à Europe, voir. ouais, là où en Europe, on te dit: «Bah, montre-moi que tu peux avoir de la croissance et que tu peux vendre d'abord et après je te donnerai du budget pour faire de la tech et du product», si je caricature un tout petit peu. Ouais, ouais, peut-être pas aussi caricatural, mais oui, il y a ce côté. En fait, c'est plutôt, c'est juste, on connaît moins, en fait. Donc, Bien sûr. moi, quelqu'un OK. arrive et il me dit, j'ai 500 000 users avec un taux de croissance, etc. En Mmh. fait, quand tu l'as pas vécu, tu sais pas, ok, Ouais. mais il faut aller un cran plus loin. Ces Mmh. users-là, c'est vraiment des potentielles personnes qui vont payer. Pourquoi elles payent pas aujourd'hui? Pourquoi elles paieront plus Mmh. tard? Qu'est-ce qui te manque à ton produit? Tu vois, c'est toute cette mécanique-là. Mmh. Donc, si vous êtes intéressé, il y a un fonds d'investissement qui est très connu aux US là-dessus, qui s'appelle OpenView qui fait Mmh mh. beaucoup de contenu et qui a investi dans les plus belles boîtes, parmi les plus belles boîtes Génial. PLJ, et qui d'ailleurs aussi prennent du recul sur la situation actuelle. Dans une crise, Mmh. le PLJ, c'est encore, enfin, c'est difficile aussi, hein, parce que Bien sûr. vous dépensez beaucoup plus que ce que vous gagnez pendant des années plus longues par rapport Mmh. à du sales-led, et donc faut avoir les reins solides pour se dire Mmh. que on va faire ça alors que l'écosystème de financement il est un peu bloqué en ce Mmh. moment. Complètement. Et du coup, en France, c'est quoi les exemples que tu as à nous donner en France ou en Europe, si tu en as pas assez justement de boîtes qui ont réussi à démarrer directement par du PLG et à réussir? Bah, je pense qu'il y a une boîte comme Usain, par exemple, ils vont avoir ils ont une approche PLG et ils ont grossi là-dessus. Ah, il y a une boîte, elle est pas française, mais les founders sont français, c'est Maze. Mmh. Mais bon, ils sont tout de suite allés, enfin, remote et donc Bah ouais, tout de suite internationaux. on les connaît bien. C'est une des plus. Alors, en fait, c'est parce que c'est pas une boîte française, mais bon, Jonathan est français, enfin, c'est un de mes BA, donc j'ai vraiment vu un peu plus l'intérieur de cette boîte-là et c'est génial. Enfin, c'est une boîte vraiment très très impressionnante et des fondeurs très impressionnants. Mmh. Et donc, ils ont vraiment réussi, mais voilà, ils sont partis assez Ouais. vite sur modèle US. Je crois il y a June aussi Ouais. et Enzo qui démarrent, mais c'est pareil. YC, je pense qu'ils sont beaucoup aux US. Enfin, en fait, Mmh. ils se positionnent pas comme une boîte française Ouais. européenne. Donc, pour Non, être non, honnête, non. alors je pense qu'il doit y avoir des gens enfin, auxquels je pense pas que j'ai Oui, oublié oui, qui oui. peuvent se vexer, mais tu vois, c'est pas aussi évident. Alors que tu me dis aux US, je sais pas, Calendly, apparemment, c'était pour avoir vu des gens de chez Calendly, ils ont une croissance hallucinante de Mmh. l'intérieur. Et Mmh. bien sûr, Zoom, Slack, enfin, toutes ces boîtes-là. Absolument.
Merci pour ce témoignage. Au moins, ça donnera envie justement, peut-être aux PM et aux autres leaders produits d'aller creuser un peu ce qui se passe et d'aller voir d'autres, rôles modèles et d'en chercher et justement d'un peu mieux comprendre, tous ces buzzwords là dont on entend beaucoup parler en ce moment. Avec plaisir. On arrive au bout de l'interview, Joanne. Est-ce qu'il y avait des sujets dont tu aimerais parler ou est-ce que tu aimerais rajouter peut-être des conseils justement pour les PM et les leaders produits qui nous écoutent pour 2023? Écoute, peut-être pour les gens qui rejoignent des boîtes ou faites votre due diligence, donc votre enquête vraiment sur la partie business. Enfin, essayez de comprendre vraiment où en est la boîte, ses cycles de financement, et je pense que c'est d'autant plus important. Et notamment, est-ce que la boîte est sur un secteur qui est porteur d'un point de vue VC ou moins Mmh. porteur? C'est Mmh. vraiment important. Enfin, je l'ai vu dans les derniers mois de Matcha en explorant certains sujets. Il y a vraiment des sujets où les VC ils disent nous on n'y va plus, ça craint, et en fait même si la boîte a du cash aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a du risque dans les prochains mois quand elle aura besoin de se refinancer. Mmh Donc mh. ouais, je pense que faites votre Bon due conseil. diligence. Et, euh, et après, bon, moi c'est très personnel, mais enfin, il y a des sujets qui sont hype, qui sont cool. Ouais, il y a des très belles boîtes sur des sujets moins Oui, sexy, oui. et notamment sur des sujets européens. Enfin, c'est pareil, c'est un choix aussi pour l'avoir sur Matcha. On est allé pas mal aux US, on a vendu à des boîtes US. J'ai vraiment vu la différence. Donc, c'est une question aussi que vous posez. Alors, je parle peut-être pour des plus petites boîtes mais posez-vous la question, est-ce que vous voulez aller sur un marché européen? Est-ce que vous voulez aller sur une boîte qui va démarrer en Europe ou en France, avoir un tremplin, mais tout de suite vouloir partir aux US? Mmh. Ça va être, ça peut être aussi des expériences différentes. Nous, Malte, c'était 100% européen, mais avec un marché qui est tellement énorme en Europe de plusieurs centaines de milliards que Ouais, c'est clair, ça suffisait. suffisait. Enfin, pas forcément vous en allez voir ailleurs. Je pense que Ouais. des boîtes comme enfin, Doctolib, Alan, enfin, il y a des très belles boîtes qui sont construites sur le marché européen. C'est un beau marché aussi. Donc, c'est ce genre de questions. Voilà, posez-vous, quand on parle business, c'est aussi stratégie, vision de la Ouais. boîte. C'est comprendre Feuille pourquoi de marché. ta boîte ne va pas aux US demain, en fait. Mmh. Parce qu'à un moment donné, c'était le truc de dire. Il y a Ouais, aussi des très belles boîtes, Content Square et BTST, qui sont allées aux US. Donc, c'est clair. enfin, c'est quoi un peu la vision finale de la boîte? Où est-ce qu'elle va pouvoir faire? Quel est Ouais. son truc de sortie. Donc ouais, je pense que posez-vous vraiment ces questions-là. Alors en fonction de la taille du stage de la boîte, bien sûr, c'est important, mais Mmh. euh, et creusez vraiment cette partie compréhension de tout en fait, du business model, des métriques. Je pense que Ah oui. ça fait vraiment Et partie du diligence aussi. Enfin, pour moi, c'est au moins aussi important que la culture produit de la boîte. ouais, Ah, si tu dois le mettre sur les deux côtés, enfin si tu dois, voilà, faut arriver à explorer ça des deux côtés, quoi. très bon conseil et du coup, pour terminer là-dessus, je trouve que ça te positionne aussi en tant que candidat sur un autre niveau d'échelle. Si tu commences Ouais. à titiller, à poser des questions sur le business model, sur les métriques, ça te place justement à un autre niveau que si tu restes juste à aller challenger, c'est quoi les process et c'est quoi les outils que tu utilises, quoi, tu vois? Ouais, complètement. Alors, faut pas trop pousser. Les fondateurs peuvent pas tout dire. Il y a des chiffres. On peut Bien pas. sûr. Voilà, il y a un côté. Mais oui, il faut montrer qu'on s'y intéresse. Il faut essayer de comprendre. Mmh. Euh, Ça peut vraiment être des questions même de recrutement, de burn. Enfin, combien vous avez recruté de Ouais, personnes, ouais, combien vous dépensez par mois, ouais. les taux de croissance des derniers produits qu'ils ont lancés. Enfin, des choses vraiment de se poser ces questions-là. Voilà. Bah, merci beaucoup. Très bon Bah, avec conseil de plaisir. la fin pour ton partage d'expérience et puis à très vite. À Salut bientôt. Joanne. Merci Marion. Salut.